Alors beaucoup observent aujourd'hui dans notre société ce qu'on appelle une crise des normes juridiques. Leur foison, leur multiplication, leur incompréhension, etc. etc. Je ne m'étends pas là-dessus, mais moi je mets plutôt en avant, ou je préfère mettre en avant, la crise de légitimité démocratique des normes juridiques. Il me paraît un débat beaucoup plus intéressant, parce que, certes, si le diamètre de l'essieu du tracteur de moteur à explosion doit être réglementé, on peut comprendre nos amis agriculteurs qui trouvent que la bureaucratie dans ce domaine est un peu tatillonne, mais s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement qu'ils peuvent encourir du délit en résultant, pour moi c'est plus préoccupant. Et je rappelle que, bien sûr, la justice pénale est rendue au nom du peuple français. On trouve la même formule, d'ailleurs, au Code de l'organisation judiciaire, et donc les tribunaux pénaux, que pour la justice administrative. Mais gardons-nous que ce qui est nécessairement une fiction juridique ne devienne qu'une fiction tout court. On pourrait donc penser, à ce stade de ce raisonnement, que le peuple français conserve pleinement, via ce monopole de la loi pénale, de leurs représentants, la maîtrise de notre droit pénal. Ce serait exact s'il était intervenu un renversement juridique aussi considérable qu'il a été opéré sans aucune prise de conscience citoyenne, et je dis même encore aujourd'hui, et qui est né des conséquences, il en a été déjà parlé, je vais forcément, bien sûr, le regager sous un mot, qui est né des conséquences de notre article 55 de la Constitution. Article qui dit: les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Lorsqu'en 1958 est adopté cet article 55, sont conclus, mesdames et messieurs, à peu près une moyenne de 80 conventions ou accords internationaux par an, contre 250 à 300 aujourd'hui. Le 4 octobre 58, quand le droit communautaire, quand la Constitution française de la Ve République est adoptée par le peuple, en référendum, le premier des traités de la série des traités communautaires adoptés, qui s'appelait Rome, date que du 25 mars 57. Je n'ai pas fait le calcul, le nombre de règlements idéatiques était déjà intervenu depuis lors. Pour éventuellement mettre à la puce à l'oreille du général de Gaulle ou de Michel Debré. Mais je peux vous dire que comparé aujourd'hui, et je n'ai trouvé les statistiques que de 2000. Comparé aujourd'hui de 46 843 règlements et 2400 directives qui en 2000 ont été entrées en vigueur, dont la moitié est estimée d'avoir une valeur législative, évidemment, la situation de 58 par rapport à 2012 correspond au jour et à la nuit. Et quelques chiffres vont vous en donner encore le vertige. Sur la centaine de lois que l'Assemblée, et cette Assemblée, le Sénat, votent par an, savez-vous que 50 sont des lois de ratification ou de traité, ou d'accord, selon la procédure article 53. Que l'autre moitié de ces lois, dites nationales, la proportion de textes dits de transposition du versant communautaire de cette partie du droit international est à peu près de l'ordre de la moitié. Et d'ailleurs, in fine, Jacques Delors ne s'était pas trompé, je réfère à sa formule que 80% de notre droit est d'origine communautaire. Et donc, je peux que conclure à ce stade encore de mon raisonnement que les représentants du peuple français n'ont plus la main sur le droit national, mais sur le droit pénal en particulier aussi. Contraste saisissant avec la Constitution américaine. Je crois qu'il a été un petit peu fait allusion à nos amis américains, et je trouve que c'est une excellente comparaison, qui, dans l'article 2 de la Constitution des États-Unis, prévoit que les traités internationaux ne peuvent être ratifiés par le président des États-Unis qu'avec le consentement des 2/3 du Sénat. Sénat américain qui s'est arrogé le même pouvoir d'amender les traités internationaux qu'on lui soumettait, de subordonner ces traités à des futures réserves, bref, de parvenir à une situation dans laquelle le président des États-Unis n'a pas la main, n'a pas totalement la main, et dans lequel le juge américain doit tenir compte des réserves d'interprétation que fait le Sénat, doit tenir compte de ce que le Sénat a estimé qu'il y avait de clauses d'effet direct dans ces futurs traités, pour en tirer l'application, vous allez voir, très surprenante, de l'article 6 de la Constitution des États-Unis,
qui prévoit que les traités régulièrement approuvés par le Sénat et ratifiés par le président des États-Unis ont valeur supérieure à quoi? À la loi des États, mais pas à la loi fédérale, lesquelles doivent se combiner. Et donc, au contraire, nous pensons, avec l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 89, ma foi, c'est pas rien, que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et que ces droits sont la résistance à l'oppression. Et un droit pénal doit, parce que je crois à cet article 2, être et demeurer foncièrement démocratique. Et encore une fois, je dois rappeler la peut-être probablement seule constitution fédérale, fédéraliste, vraie, véritable, de notre histoire universelle, qui est la Constitution des États-Unis d'Amérique, dans lequel le peuple américain est encore le souverain, le régis, le roi, qu'on partage au nom de ses choix, d'ailleurs c'est sa liberté démocratique, c'est son choix souverain, politiquement souverain. Eh bien, non seulement 236 ans, on l'oublie souvent, 236 ans après la déclaration d'indépendance, est encore reconnu aux 50 États qui composent les États-Unis le droit d'adopter démocratiquement chacun leur droit pénal, si bien qu'il existe aujourd'hui en 2012, mesdames et messieurs aux États-Unis, 50 droits pénals, 50 codes pénals, 50 codes de procédure pénale, 50 systèmes juridiques pénals différents, sans que personne aux États-Unis ne trouve à redire cette absence d'harmonisation ou d'uniformisation dans une fédération pourtant homogène par la langue, les mœurs, l'économie, obsession pourtant d'harmonisation et d'uniformisation chère à d'autres, enfin de l'autre côté de l'Atlantique. Et je rappelle aussi qu'il a fallu attendre 1966, car ces États, les États-Unis d'Amérique, ne sont pas, comment dirais-je, sans prise de conscience d'une nécessaire rapprochement les uns les autres. Mais il a fallu attendre 1966, je le rappelle encore, c'est-à-dire 190 ans après la vie commune qui les a fondés avec leur déclaration d'indépendance, pour que la Cour suprême des États-Unis puisse commencer à oser d'adopter, par son arrêt Miranda contre État d'Arizona, une première forme de loi suprafédérale de procédure pénale. Je ne rappelle pas ce qu'est cette Miranda Rule. Tous ceux qui sont des amateurs de films polars américains le connaissent bien et le savent bien. Eh bien, 190 ans après la fondation des États-Unis, on commence à avoir une petite forme de régulation du droit pénal des États des États-Unis d'Amérique. Quand nous, j'observe qu'une partie de ce qui correspond au Miranda Rule fait partie des ambitions de la DETIC garde à vue, moins de 55 ans après le traité de Rome, lequel est loin d'avoir fondé une nation européenne comme l'est la nation américaine.